Et un petit hommage au producteur Avicii qui est disparu cette année avec son morceau Wake Me Up, toujours par la fanfare du circuit des 24 heures. Non, on n'est pas en holidays. On n'est pas en vacances ici. C'est mieux. Plaisir. Oui, c'est mieux. Et ils ne sont pas en vacances, tous les pilotes qui sont en train de se ranger en épi pour la première course donc de ce Mans classique. Le plateau 1 des années 23 à 39. C'est dans quelques instants maintenant. À tout de suite. Felipe Massa, Sébastien Loeb, Didier Drogba sur la grille de départ devant des voitures qui sont des chenards. Enfin, non, j'allais vous donner les noms des vainqueurs de cette époque-là, avec notamment André Lagache et René Léonard, qui sont des noms à connaître lorsqu'on est amateur d'automobile et du Mans. Eux qui ont gagné la toute première épreuve en 1923 à bord de leur Chenard et Walker. Sport, bien sûr. Là, on va retrouver des Talbot qui monopolisent la première ligne devant des BMW, des Aston Martin. Les Lagonda, vous les verrez, les Aston Martin, elles sont vert du British Racing Green, vert foncé. Les Lagonda, elles sont vert clair. Invicta est là, Bentley, bien évidemment. Nous avons des Bugatti avec des Bugatti qui sont bleus, de la haie 135 de 1937 en compétition. Et puis, bien sûr, des Alpha qui sont là. Nous avons une Alpha qui avait gagné 4 années consécutives, 31, 32, 33, 34, avec des gens comme Raymond Sommer, évidemment, Tazio Nuvoleri et Philippe Étancelin. Voilà, c'est tout ça maintenant, tout ce passé qui va revenir à la surface, qui va revenir dans les mémoires de tout le monde, ici dans les tribunes du Mans, pour ce plateau 1, cette course magnifique. La première épreuve de ce week-end du Mans classique. Ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, c'était des courses de support ou de la démonstration ou de l'hommage, notamment pour les 70 ans de Porsche. Et pendant que tout le monde est en train de finir de se ranger sur cette grille de départ, eh bien les enfants bouclent leur tour. Et on est carrément dans les racines du sport automobile, puisque c'est l'époque où, à la naissance du sport auto, on avait souvent de riches propriétaires qui faisaient appel à des pilotes professionnels, mais parfois aussi des gentlemen drivers qui montaient leur propre écurie pour pouvoir courir. Et c'est là où le sport auto a commencé à se structurer et à devenir un véritable sport de haut niveau. Le Mans classique, il est 16h13. Voici les enfants qui bouclent leur tour donc. Et leur ceinture. Parfois. Escortés toujours par la gendarmerie. Attention à ne pas venir toucher la roue arrière de la BM du gendarme à moustache. Voilà, il repasse par l'allée des stands pour venir se ranger, se garer définitivement. Alors que donc en épi sont rangés sur la droite, sur la ligne de départ, les voitures de ce plateau 1 1923-1939. Les élégantes sont en train de rejoindre leur poste. Belle robe et chapeau sont de sortie. Également pour les élégants. Il faut porter son Panama, ses bretelles, ses belles couleurs. Et alors là, regardez, là aussi on a un petit peu du lourd pour agiter le drapeau. Sébastien Loeb, Felipe Massa qui vont donner le départ de cette première grande course de plateau du week-end. Encore une fois aux origines de ce qu'a pu être la course automobile dans les années 20.
l'apparition des gentlemen drivers. C'est vraiment le mot bien choisi pour qualifier les pilotes à l'époque, à la fois gentleman le jour dans la haute société et driver le week-end au volant de ces bolides qui bien souvent ont permis l'éclosion aussi. Mais vous parlez tout à l'heure de Tazio Nuvolari, une des grandes légendes de l'époque, pilote italien aux origines modestes mais qui disposait d'un talent incroyable, qui a été pris sous son aile par une noble famille et qui l'a porté au firmament de la compétition automobile à cette époque. On aura un départ en épi sur ces voitures aussi, départ en épi, donc rappelons-le, vous le disiez Marc tout à l'heure, vous le précisiez, pour la forme, évidemment ces pilotes vont courir, vont s'installer à bord de leur voiture, mais dans un premier temps ce sera pour une prise d'élan derrière le safety car. Normalement les voitures seront lâchées par le safety car à l'amorce de la ligne droite des Hunaudières. On se souvient d'ailleurs que ce départ en épi avait été contesté, à une longue histoire, de nombreux pilotes avaient critiqué les problèmes de sécurité qu'elle posait, le premier d'entre eux étant Jacques X qui avait montré son mécontentement, sa désapprobation en décidant de prendre le départ en marchant, ce qui ne l'avait pas empêché de remporter la course des 24 heures. Évidemment ensuite ça a été abandonné, mais c'est vrai que c'est un folklore qui est toujours présent et plaisant et qui aussi symbolise parfaitement l'esprit des 24 heures du Mans. On a recommencé d'ailleurs dans le championnat du monde d'endurance il y a quelques années à placer les voitures en épi et non plus en grille de départ avant le lancement des courses de 6 heures du championnat du monde. C'est un symbole, c'est vrai que ça fait partie des traditions. Et les traditions, elles ont du bon lorsqu'il s'agit de sport automobile, quand il a un passé, quand il a une histoire comme celle de l'endurance, aussi riche, aussi prolifique, aussi importante, aussi dans ce qui fait le sport d'aujourd'hui. Car vous pourrez le remarquer dans cette discipline-là en particulier, eh bien l'historique, le passé a une importance capitale. Et les pilotes d'ailleurs connaissent toujours très bien l'histoire de leur sport, ce qui n'est pas le cas dans toutes les disciplines et dans tous les sports. Beaucoup de pilotes beaucoup de sportifs sont très ancrés dans le présent et très au fait des choses de leur période d'activité, mais assez peu sur l'histoire, alors qu'ici en endurance, on a beaucoup de pilotes qui connaissent très bien l'histoire de l'endurance. Vous parliez tout à l'heure de Romain Dumas qui a eu l'occasion de s'essayer à bord d'un groupe C en ouverture de ce week-end et qui a déclaré tout son respect mais également toute son admiration à ces pilotes d'antan qu'il a qualifiés de tellement courageux compte tenu des contraintes physiques, des contraintes techniques, de la fatigue et de la difficulté de piloter les voitures anciennes. Lui qui vient d'enchaîner plusieurs week-ends de courses consécutifs et notamment la victoire à Pikes Peak sur ce nouveau prototype Volkswagen électrique en prenant des risques parfois, ce qu'il confessait lui-même et qui quand même témoigne de tout son respect pour les hommes de cette époque. Regardez ces pilotes. Hop, ce drapeau agité par Sébastien Loeb. Double agitation, quel mouvement. Philippe Massa, invité par Richard Mille, naturellement partenaire de Mont Classique. Alors attention à ce départ. Voilà, le Talbot qui est en pole position, qui s'était lancé. En voici. Ce reste le casque de Rubens Barrichello qu'on a aperçu, même si ce n'est pas lui au volant. Peut-être un hommage d'un pilote brésilien. Non, il a disputé les 24 heures cette année. Il s'est avoué d'ailleurs très positivement surpris et impressionné par le comportement et le niveau de performance des monoplaces, des prototypes, des LMP2 notamment, et de leur vitesse de pointe. Et il est annoncé aux prochaines 24 heures de Spa d'ailleurs, Rubens Barrichello. Donc il est en pleine redécouverte du sport automobile parce qu'il a fréquenté la monoplace puis le stock car brésilien pendant des années et le voilà maintenant en train de se frotter aux grandes classiques de l'endurance. On espère qu'il reviendra aux 24 heures du Mans dans les prochaines années car c'est toujours un plaisir de voir les pilotes de cette renommée, de ce talent venir se frotter à la légende des 24 heures. Et puis sans parler d'Alonso bien sûr dans sa nouvelle aventure avec Toyota et la victoire cette année, Jenson Button. Oui, d'autres qui vont arriver aussi. D'autres vont venir, bien sûr. Le mouvement est lancé. Ils sont plusieurs de plateaux de Formule 1
à dire que finalement, oui, Le Mans, ça intéresse. Évidemment qu'ils aimeraient disputer Le Mans. Button était annoncé ce week-end au volant d'une Jaguar. Finalement, il n'a pas pu faire le déplacement. Il a d'autres obligations. Mais voilà, il a découvert les 24 heures du Mans normal. Là, il voulait faire Le Mans classique, Jenson Button. Je crois que quand on tombe dedans, quand on le découvre, même si on a 15 ou 20 ans de Formule 1 dans les pattes, dans les jambes. Et des titres de champion du monde, en l'occurrence pour lui, mais 2009. comme un gamin. C'est un choc. C'est Oui, un choc. comme Ils un ont vu gamin. ça à la télé jusque-là, mais quand ils découvrent cette course, les 4 courses dans la course, toute l'ambiance qu'il y a autour, l'atmosphère, etc., etc., c'est un choc. Et évidemment, ils veulent revenir. Et vous savez, il y a quelque chose qui parle, c'est qu'on voit depuis quelques années les pilotes de la F1, comme toujours d'ailleurs, arriver en endurance. On a pu voir Mark Webber, par exemple, arriver comme un pilote de Formule 1 et repartir comme un pilote d'endurance. Et ça, c'était un moment incroyable quand il a fait ses adieux à tout le monde. Il était en train de pleurer et l'émotion était trop forte parce qu'il disait bon voilà, maintenant j'ai des frères, j'ai trouvé une famille ici. Et c'est vrai que c'est l'ambiance de cette endurance internationale et a fortiori aussi de cette endurance classique. C'est le plateau 1 de Le Mans Classique qui est en train de prendre la piste. Les voitures de 1923 à 1939. On remonte vraiment le temps avec un départ qui a été donné au drapeau tricolore bleu, blanc, rouge par cet homme, Felipe Massa. C'est Sébastien Loeb qui lui avait transmis le drapeau bleu, blanc, rouge, alors que Didier Drogba est également là. Le voici, Sébastien Loeb, en compagnie de Valentine SL. Sébastien Loeb en short, décontracte, peinard, tranquille, il a raison, il est là pour se faire plaisir. Vous avez vu que la voiture de sécurité a emmené, après le départ en épi, les autos sur la ligne droite des Hunaudières. Et ensuite, on va pouvoir lâcher notre paquet de 74 voitures, 74 modèles engagés dans ce plateau 1 qui vont s'élancer pour une course de 43 minutes. Alors ceux-là ont beaucoup de chance. Déjà, ils ne vont pas aller trop vite dans un premier temps, mais dans un second temps, ils évoluent dans des voitures ouvertes. Vous avez vu s'afficher il y a un instant les températures. Le circuit est à 40 degrés, le tarmac du circuit est à 40 degrés, la température ambiante 30 degrés. À bord des voitures, donc un petit courant d'air frais ne sera pas le malvenu pour permettre aux pilotes de survivre entre guillemets pendant les 43 prochaines minutes qui vont constituer la course de ce plateau numéro 1, parce que vraiment en voiture fermée, on l'a vu tout à l'heure, les pilotes souffrent énormément. On est aux alentours de 50 degrés dans les habitacles, plus éventuellement. Les éléments mécaniques, moteurs et transmission ont tendance à faire augmenter la température dans les habitacles idéalement. On ne dispose pas de climatisation, de très peu d'aération. Donc forcément, bien physiquement, c'est difficile pour, rappelons-le, des pilotes qui sont des amateurs, qui n'ont pas obligatoirement, pour la plupart d'entre eux en tout cas, l'habitude et l'affûtage physique pour affronter des températures extrêmes, et aussi la contrainte physique du pilotage qui peut effectivement être demander beaucoup d'efforts dans certaines des voitures. Ici, on est quand même dans des véhicules qui sont anciens, qui n'ont pas de direction assistée, qui ont des grandes roues. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez de très grands volants pour avoir le plus de force possible pour faire pivoter les voitures dans les virages, parce qu'il n'y a aucune assistance. Et puis vous avez pu remarquer aussi l'étroitesse des pneumatiques, très peu de surface de contact au sol. Évidemment, on n'est pas dans les vitesses qu'on peut aborder avec les véhicules modernes, mais tout de même, on frôle et on dépasse même parfois les 200 km/h dans ces voitures, ce qui est quand même assez impressionnant avec des automobiles qui ont déjà quelques dizaines d'années derrière les harnais. Allez, en stand-by là, vous avez vu dans la ligne droite des stands pour lâcher les compétiteurs. On va mettre les voitures dans l'ordre déjà. Alors parmi les modèles que vous pourrez surveiller pendant cette course, essayez d'apercevoir la numéro 39. Je suis sûr que vous la verrez de toute façon.
C'est une C4 Roadster. C4, ça vous parle? Eh oui, c'est une Citroën. C'est la seule et unique Citroën qui a participé aux 24 heures du Mans. Alors, c'est pas ce modèle précisément, mais la seule. Oui. Voilà, une seule Citroën a participé en 1932 aux 24 heures. C'est donc une C4 Roadster et elle se mêle là aux Riley, aux Delahaye, aux Alpha, aux Talbot, aux Bugatti qui vont prendre la piste. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est un triplé de Britanniques qui s'est engagé sur cette voiture et qui, on va dire, s'est mis au défi de remporter la course. Et dans le cas où ils ne remporteraient pas la course, ils ont fabriqué un espèce de, comment peut-on appeler ça, un gâteau gloubi-boulga, c'est ça, oui. avec tout ce qui restait dans le frigo de l'équipe ces derniers jours en préparation des 24 heures du Mans, des 24 heures du Mans classique. Et donc, évidemment, tout mélangé, il y a la saucisse de Francfort, le chocolat et le camembert. Et le gage sera pour celui qui aura réalisé la moins bonne performance de se délecter de ce gâteau. Ils ont appelé ça le Humble Pie. En écho au Apple Pie britannique bien connu, c'est-à-dire le gâteau aux pommes. Là, c'est le gâteau de l'humilité, on va dire. C'est-à-dire que, en quelque sorte, celui qui sera le plus humble va devoir se délecter de ce gâteau. Et ce serait d'ailleurs sympa de pouvoir le voir, oui, même si on l'imaginera facilement. Pas de le goûter, mais de le voir. Oui. Ah, ils sont engagés à gagner, c'est même pas terminé. Oui, non, justement, sinon personne ne mangera le gâteau. Si c'est terminé, il suffit de. Non, ils sont vraiment dans cette logique et c'est assez marrant et ça vous donne un peu aussi le baromètre de l'ambiance qui peut régner dans ces paddocks. C'est sympa, c'est convivial, tout le monde discute. Vous voyez l'affluence, le public présent, omniprésent partout. Très difficile de circuler à l'intérieur et autour du circuit des 24 heures tant il y a de monde pour cet événement, alors que l'on vient de lancer les voitures de ce plateau 1 dans la ligne droite des Hunaudières. Et nos amis anglais, ils s'appellent Paul Rydbro, Gary Weston et Martin Doherty. Voilà, l'un des trois va manger son Globe-Boulga ce soir. Bon courage. Le Mans classique sous le soleil, la 9e édition qui démarre avec le plateau 1, les autos de 1923 à 1939. 74 voitures sont là sur la grille de départ, les voitures qui sont actuellement sous les ordres d'une voiture de sécurité qui les emmène sur l'ensemble du circuit. On va arriver au bout de la ligne droite des Hunaudières, désormais au virage de Mulsanne. Et les Talbot 105 en pointe. Absolument, après les essais. Avec ces deux voitures qui sont actuellement à l'écran. Talbot 105 de Garrett Burnett et John Ruston. Michael Birch également fait partie des équipages de ces deux voitures. Garrett Burnett étant engagé sur les deux Talbot. C'est elles qui ont tiré leur épingle du jeu lors des séances qualificatives et qui emmènent ce plateau numéro 1 fort de près de 80 voitures. Attention ma poule, à l'époque il y avait des nids de poules sur la route, sur le circuit de la Sarthe. Il y avait la bosse dans les Hunaudières, vous savez qu'elle avait été rabotée il y a pas mal d'années maintenant, avant que les chicanes soient installées. Mais évidemment, imaginez bien qu'en 1923, la piste n'était pas asphaltée. C'était un grand circuit. Traverser des villages. Absolument. Et les nids de poules, on les croisait fréquemment sur une route parfois en terre. C'était d'ailleurs ce qui a toujours été la compétition automobile jusqu'à présent. C'est un petit peu changé ces dernières années, mais la course automobile était un banc test pour les voitures et pour la progression technologique des voitures. Vous le disiez, Marc, ici on a expérimenté beaucoup de solutions techniques. On parle des essuie-glaces, on parle de tout un tas d'accessoires de sécurité qui ont fait leur éclosion en 24 heures du Mans, mais d'autres grandes courses classiques comme le rallye Monte Carlo par exemple
ont été les moteurs en matière d'avancée technologique. Et c'est le sens aussi de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en endurance, les avancées technologiques pour voir ou essayer de prévoir ce que va être l'automobile de demain. On était dans les hybrides ces dernières années, on va peut-être aller au-delà dans les années suivantes avec peut-être des moteurs à hydrogène et ce genre de technologie. Le box 56 qui est une tradition 24 heures du Mans qui n'est pas obligatoirement occupée tous les ans, c'est aussi un signe qu'on essaie de promouvoir la recherche, le développement, l'initiative dans le domaine des nouvelles technologies pour arriver à trouver des nouvelles idées. C'est la vocation du sport automobile en règle générale. D'ailleurs, la ligne droite des Hunaudières avait été classée, je ne sais plus quelle était l'appellation officielle, mais c'était un laboratoire d'études justement pour faire progresser la technologie automobile, mais aussi sur la route. Proprement dit, on a parlé des essuie-glaces, on a parlé des freins à disque, les phares à iode ont été traités ici pour la première fois, les phares à LED également, au laser. Rappelez-vous quand c'est Audi qui a, il y a quelques années, introduit les phares au laser. 18. Et même donc la ligne droite des Hunaudières avait été classée, c'était peut-être par les ponts et chaussées à l'époque, comme laboratoire national. On a fait le plein au Mans, on a fait le plein sur la piste, on a fait le plein dans les tribunes. Il y a déjà plus de monde qu'il y a 2 ans. Les chiffres de fréquentation, de toute façon, ont été en augmentation à chaque édition depuis la première en 2002. Nous en sommes à la 9e. Et les 130 ou 140 000 spectateurs qui auront fait le déplacement ce week-end ne regretteront pas d'être venus. Et peut-être vous-même, projetez-vous de venir plus tard dans la journée ou demain. On ne peut que vous y encourager. Bien sûr. Ah là là, on a déjà quelques soucis. Serait-ce une Alvis, celle de Mark Hayward, le Britannique? Une voiture anglaise également. Moteur, non, c'était un 1500 à l'époque. C'était des petits moteurs, bien sûr, sauf sur ces monstres que sont les Talbot. Les Talbot, ils avaient un moteur de 3,4 litres. Regardez ça, regardez ce musée automobile, regardez ce qui est sur votre écran sous vos yeux. Vous avez vu le safety car qui a éteint ses feux, donc il devrait se retirer à l'amorce de la ligne droite des stands pour libérer les voitures pour 43 minutes de course. Voilà qui est fait avec les deux Talbot 105, la numéro 17 et la numéro 20 en pointe sur cette grille de départ. Une petite BMW 328 juste derrière. En pleine accélération, regardez ça. Alors il y aura l'accélération, vous pourrez juger du freinage et de la tenue de route de ces vénérables grands-mères. Qui aborde la courbe 3 du front. À la 51, c'est une Excelsior, cette grosse voiture qui vient de se faire doubler sur la droite et la gauche. Et toujours les vieux avions qui surplombent le circuit. Les Talbot qui descendent derrière la Dunlop. La petite BMW blanche qui a gagné une position. Regardez déjà comme le pilote se fait plaisir et glisse. On a souvent d'ailleurs à bord de ces voitures des grands habitués de ce type de compétition. Elles ne sont pas si nombreuses, donc ils en profitent dès qu'ils peuvent sortir leur voiture et ça leur permet de disposer d'une petite expérience dans ce domaine. Malheureusement, avant même le départ, cette Mercedes-Benz, la numéro 11, une SSK de 1928 qui rentre au stand. Jean-Claude Castellin et Maxime Castellin, on roule souvent en famille, on l'a dit depuis ce matin, sont à son volant. Et sur cette voiture, il est inscrit également sous le saut de vent Johan Mas. On imaginait que Johan Mas puisse prendre le volant d'une Mercedes ce week-end ici au Mans. En tout cas, pour l'instant, vous avez vu que la voiture numéro 11, malheureusement, a dû rentrer au stand. C'est le cas également de celle-ci, la 22, qui est une Talbot de John Ruston et Christopher Lund, des Britanniques. Une des sœurs de celles qui ont signé les meilleurs temps aux essais dans les mêmes années, 1931-1932. La Mercedes qui semble repartir. Oh, attention, la Bugatti au freinage, très agressif.
son pilote. La BMW 328 qui, si elle reste prudente derrière, aimerait bien aussi se mêler à cette bagarre. Quel bonheur d'avoir ça. Quel bonheur à l'heure où Lewis Hamilton vient de signer la pole position à Silverstone. Eh bien, au Mans, c'est le Mans classique, c'est 90 ans d'histoire de l'automobile sous nos yeux. Et c'est un régal de tous les instants. Et la Bugatti qui continue à se décaler dans la ligne droite. Il y en a plusieurs dans cette catégorie, notamment une menée par l'un des quasi régionaux de l'État. C'est François Cointreau au volant de sa numéro 44. C'était danger, François Cointreau. Absolument. Lui-même qui travaille sur les voitures anciennes et notamment les Bugatti. Il n'en est pas à sa première participation, loin de là. Mon classique. Si vous tendez l'oreille, entendre vraiment toute la diversité des moteurs qui vous sont proposés. Ah, elle a été rentrée au stand malheureusement la 22. Compteur en miles naturellement, un saut de vent double et la Bugatti qui prend un petit peu large à l'extérieur sur la piste. C'est la Bugatti 35P de Robert Spencer qui est en lutte avec une voiture qui est bien plus grosse qu'elle et qui est bien plus impressionnante, et se glisser sur son flanc pour essayer de prendre l'avantage, c'est pas obligatoirement, ça peut être intimidant on va dire. C'est la Lagonda LG45 de Connie Bugler et Martin Bugler. Alors effectivement, deux philosophies différentes, une grosse voiture puissante avec du poids, une petite voiture légère avec une certaine finesse technologique comme peuvent en disposer les Bugatti, et la 54 ici, notre Lagonda qui est heureusement parvenue à se sortir de la mauvaise passe où elle se trouvait, mais on a vite fait d'enterrer l'essieu arrière dans le gravier pour maintenir un certain niveau d'accélération, pas trop quand même, pour justement éviter de s'enterrer. C'est ce que le pilote a fait avec beaucoup de talent. Britannique Richard Ray Smith. Alors si vous observez les flancs des voitures, vous verrez parfois qu'il y avait des dispositifs pour emporter une roue de secours sur le côté, et que là pour la compétition la plupart des concurrents les enlèvent. Alors soit c'est un petit moyeu sur lequel se fixait la roue, soit c'est un support avec une sangle en cuir. Oh, elle a fait s'enfoncer, mais il a réussi à en sortir. Regardez la taille. Il a bien dosé après. Ouais. Dans un premier temps, il a été un peu fort, et puis ensuite, il a bien dosé. Il a réussi à surnager au milieu des graviers. Vous pourrez admirer donc ces supports de roue de secours de l'époque. Vous pourrez admirer les sangles en cuir qui maintenaient les capots. Et puis le style de ces voitures, quand même, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. On dessinait ça sur une feuille blanche, sur un carnet. L'aérodynamique, c'était une notion abstraite. Même si on se rend compte quand même qu'avec l'empirisme de l'époque, on a fait des voitures qui n'étaient pas si bêtes que ça en termes d'aérodynamique et en termes de fonctionnement mécanique. Ah non, c'était loin d'être bête. Hop, un petit coup d'œil dans son rétroviseur central de la part du pilote de la Talbot qui vient de boucler son premier tour en tête, donc Burnett. La 26 et la 59 ici, une Delage D670S pour la numéro 26 de Paul-Émile Bessade. Une Delage avec un moteur un tout petit peu inférieur aux 3 litres de cylindrée, 6 cylindres en ligne. Là encore, si vous avez l'occasion de tendre l'oreille, vous vous rendrez compte du joli bruit que peut émettre cette voiture française, Bleu de France, vous l'avez vu. Qui a vraiment disputé les 24 heures du Mans en 1936. Le modèle avait même terminé 4e, 3e en 32 et 4e en 37. Et cette voiture que vous avez sous les yeux, elle a roulé en 1936 donc. C'est la 25, la Lagonda qu'on a vue tout à l'heure, suivie par une Schneider Walker T3, celle d'Hubert Andréol et de Alexandre Surbert.
avec un 2 litres. C'est génial de voir le travail du pilote qui se penche Et dans le virage. obligé, vous avez vu la taille du volant pour arriver à atteindre l'autre extrémité du cercle. C'est de la gymnastique. C'était physique à l'époque. Souvenez-vous d'ailleurs de ces images, parce qu'il existe des images et des photos des pilotes à la fin des courses avec cette voiture complètement noircie, enlevant leurs lunettes avec leur casque de cuir et ayant le village complètement noirci par les fumées d'échappement, les projections diverses et variées. C'était physique. C'était l'écart. « 35 minutes de course encore sur ce plateau. Vous avez vu que quelques situations peuvent être un petit peu chaudes parfois lorsqu'une voiture plus lente se présente devant vous et qu'il faut rester sur sa trajectoire, parce qu'évidemment sauter sur les freins c'est une notion moderne. Oui, et puis on a peut-être un peu plus tendance à naviguer avec cette voiture qu'à piloter. C'est-à-dire que la trajectoire n'a pas obligatoirement la précision qu'on peut avoir sur une moderne. Regardez, de face, on voit très bien la toute petite surface de contact au sol des pneumatiques. Pour info, sur une voiture moderne, on est à peu près sur un format A4 au niveau d'une feuille de papier en termes de surface de contact au sol. Sur ces voitures-là, on est sur un format carte postale quasiment. C'est assez impressionnant quand même. Avec pourtant parfois des grosses puissances, des grosses motricités. Et toujours en tête cette Talbot 105, celle de Garrett Burnett. 1931. Vous vous rendez compte le soin qu'il faut pour préserver ces voitures? Là encore, vous voyez le pilote donner ses grands coups sur son cerceau, accompagner les mouvements des bras et de son corps en se penchant sur la gauche dans les virages à gauche, sur la droite dans les virages à droite. La force centrifuge, on n'avait pas non plus de baquet, donc on n'était pas vraiment tenu, on n'est pas attaché à l'intérieur de ces voitures, le siège n'est pas enveloppant, et donc forcément dans les virages on est un petit peu emporté aussi, on a tendance à lutter contre la force centrifuge, se tenir un petit peu au volant aussi, ce qui n'est pas obligatoirement l'avantage de la finesse de pilotage, pour arriver à rester à bord. Volant qui lui-même peut se déformer un petit peu, pas de ceinture, vous l'avez dit. Alors à l'époque, à certains moments, le règlement a obligé les voitures à capote à rouler capotées pendant une dizaine de tours avant de pouvoir décapoter sur le reste de l'épreuve lorsque le temps le permettait. C'est de voir le couvre-tonneau sur le côté là, du pilote qui m'y fait penser. Beaucoup de voitures étaient des découvertes, des cabriolets. Et donc on devait quand même, pour a priori observer une certaine équité, avec les voitures couvertes, effectuer un certain nombre de cours capotés avant de pouvoir enlever la capote. Alors évidemment, c'était pas on enlève deux pinces en haut du pare-brise. Ça devait prendre un certain temps au bord du circuit en plus. On devait s'arrêter. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre le bruit du moteur de cette voiture qui est un peu isolé et qui évoluait dans une des portions les plus rapides du circuit en arrivant sur virage d'Indianapolis. Ça tourne clair, ça tourne, c'est joli comme bruit, c'est presque un bruit moderne. En termes de réglage et de préparation, cette voiture a été vraisemblablement préparée aux petits oignons parce que le moteur tourne comme une horloge. La Medical Car, la voiture médicale que vous venez d'apercevoir, servait de voiture balai. Vous avez vu qu'il y avait une voiture très lente qui a été rattrapée par le leader. Elle est donc en train, du fait de l'arrivée du leader et des voitures qui la suivent, de hausser le rythme et de rejoindre son emplacement en dehors des limites de la piste, bien sûr. Alors que voici une Riley MPH, celle d'Éric Alvernia et Mathieu Chénuil. Petite voiture britannique, moteur 1500 cm3, 6 cylindres en ligne, qui passe par son stand. Vraisemblablement pour un arrêt définitif parce que son pilote en sort et qu'il n'y a pas de relève à assurer. Il ne se passe rien dans l'immédiat. Il ne se passe rien dans l'immédiat. Il n'y a pas de mécano prêt à intervenir. Donc ça semble malheureusement être un retrait pur et simple pour cette petite voiture britannique. Une Alfa Romeo qui est en train. Oh, la glisse à la réaccélération, jolie. Bentley 4,5 litres avec un blower, donc une soufflerie de suralimentation, on va dire. C'est quand même une énorme puissance pour cette voiture. Une grosse cylindrée.
C'est vrai, un poids aussi sans doute respectable pour Martin Overington, le pilote britannique qui est aux commandes de cette 61. C'est notre Mauvais leader, signe ça. pour le leader, oui. Mais oui, que se passe-t-il? Ryan Burnett qui est au ralenti dans la voie d'accès au stand. Ah, a-t-il une panne? A-t-il un souci d'alimentation en essence sur sa Talbot? Et il est re-rentré au stand par une voie non officielle. En celle d'évacuation du safety car, normalement, il a réussi à tourner. Il est au ralenti. Il regarde à l'avant droite. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que sa voiture donne des à-coups. Bon, après, c'est peut-être son comportement normal, mais il a une bouteille d'eau à la main de son mécanicien. Est-ce qu'on va rajouter juste de l'eau? Et voilà le nouveau leader, la petite BMW 328, toute légère, toute fine. Non, elle est encore deuxième derrière la Talbot numéro 20, celle qui occupait la deuxième place sur la grille de départ et qui est pilotée par Birch à cet instant. C'est vrai que c'est excellent quand même de voir les différences de taille des voitures sur les stands, sur la piste. Alors que la Talbot, on a bien ouvert le capot à l'avant droit. Et c'est confirmé, Michael Birch est le nouveau leader de cette course. Et il n'y a pas de position confortable d'ailleurs pour cette Talbot 105, car même si elle évolue en tête grâce au problème de la numéro 17, la voiture sœur qui est arrêtée au stand en ce moment, regardez la BMW 328 qui se trouve juste derrière la numéro 63 de Henri Chambon, Raphaël Rondoni et Raphaël Sicari. Elle remonte, elle grappille petit à petit du temps. Elle va bientôt être en mesure d'aller attaquer le nouveau leader de cette course. Ah, bonne nouvelle pour le pilote, l'ancien leader au volant de sa Talbot. Bon, il a dégringolé évidemment à la 22e position désormais lorsqu'il sort des stands. Mais au moins il peut reprendre la piste. C'est le principal d'ailleurs, parce que c'est vrai que les occasions sont rares, on le dit toujours, de parcourir ce tracé, ce grand développement du circuit des 24 heures du Mans. Et donc évidemment, pouvoir se faire ce plaisir encore pendant les 30 prochaines minutes, c'est important pour le pilote, alors que la direction de course signale que la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte pour les pilotes. Ça signifie que, comme on le voit depuis ce matin, il va falloir passer par la case stand, changer de pilote éventuellement si on est en équipage, et pour les autres, eh bien rester pendant un certain temps, 90 secondes, à bord de la voiture en attendant que le temps imparti s'écoule et que l'on puisse ressortir de la voie des stands. C'est là aussi qu'on va sans doute apercevoir quelques changements au classement en fonction des options stratégiques qu'on choisit les uns et les autres, stratégiques ou empiriques d'ailleurs. Ou empirique. C'est arrivé qu'on soit un peu dans l'approximatif dans ces courses, et c'est pas plus mal d'ailleurs, c'est ce qui en fait le charme. Alors attention, drapeau jaune après la deuxième chicane dans les Hunaudières. Alfa Romeo 8C 2003 Monza, ici avec Yves Baudon au volant. Et la petite BMW là qui est arrêtée sur le bord de la piste. Ouais, le commissaire va peut-être pouvoir la reculer et la mettre à l'abri. Il devrait y avoir pas trop de soucis. Les premiers passages au stand, donc, après l'ouverture de ceux-ci par la direction de course. On n'est pas avec les leaders, évidemment, qui sont à l'autre bout du circuit. Cette Saint-Gère Le Mans avec un petit moteur d'1 litre de cylindrée, 4 cylindres en ligne, piloté notamment par Anthony Schrauern, le Belge. Qui est tout seul, je pense. Hein. Il en garde le volant. Vous avez vu, c'est génial quand même. C'est comme à l'époque. On lui donne sa boisson. On lui donne sa bouteille. Comme au bon vieux temps. Le Riley ici avec Gian Pietro Rossetti et Werner Kummer, le pilote suisse. Ça, c'est la voiture de tête. Et c'est bien casque hommage à Rubens Barrichello au volant. Même si c'est pas évidemment le pilote brésilien qui est aux commandes de cette voiture. Et on le voit, la menace de la BMW 328 se fait de plus en plus précise. Et vous entendez les coups de gaz sur la Talbot dans les virages de la part de son pilote. Il a repris un petit peu d'avance.
dans ce troisième tour, alors que la BM venait de signer justement le meilleur tour en course. On tourne en 6 minutes 10. 6, 10, 487. Voilà le meilleur tour. Et il y a très peu d'écart finalement entre la BM en deuxième position, auteur de ce meilleur tour, et la Talbot de tête, puisque le meilleur tour de la Talbot c'est 6, 11, 1. Vous voyez, il y a moins d'une seconde, il y a 7 dixièmes d'écart simplement, avec deux voitures de philosophie complètement différentes, de poids complètement différents, et pourtant sur l'ensemble du circuit, leur meilleur tour est très très proche. Marche arrière dans les stands, bah oui, on pouvait se la permettre. Avec la numéro 7 qui vient d'y rentrer, Hervé Sarrazin au volant d'une Bentley. Et c'est marrant parce qu'on voit nettement sur les images le travail du pilote dans ces voitures. Évidemment, il est quasiment sur un piédestal à l'intérieur de sa voiture. Le volant est tellement grand qu'on peut percevoir les nuances de pilotage. On se rend compte que c'est vraiment du contrôle parce qu'on braque, on contre-braque et on affine petit à petit la trajectoire en fonction des réactions de la voiture, qui a tendance un petit peu comme toutes les voitures de ces plateaux à survirer légèrement. C'est assez intéressant de voir ce travail de pilotage, même s'il est dans la nuance là. Génial le bruit. Alors qu'on est en train de se croiser dans les stands et que le leader de la course est en train de rentrer pour un changement de pilote. La Talbot de 1932. Talbot qui figure pas au palmarès des 24 heures du Mans dans ces années-là. La première victoire interviendra en 1950 avec Louis Rosier. Mais dans ces années-là, ce sont surtout les années Bentley qui gagnent en 1924, puis en 27, en 28, en 29, en 1930, avant que Alfa Romeo s'impose 4 années consécutives. On en parlait tout à l'heure. Morgan 4-4. Bugatti, de la Haye et de nouveau Bugatti pour terminer les vainqueurs de ce plateau. 3 pilotes sont engagés sur cette voiture. Vous avez vu que certains mécaniciens, eux aussi, ont les tenues d'époque. Voilà la façon d'indiquer qu'on rentre au stand, on tend le bras. Et ces arrêts au stand, ils vont évidemment être primordiaux pour les pilotes qui ont occupé la tête de course. On a pu voir que le leader, la numéro 20, s'est arrêté dans ce tour. En revanche, son principal poursuivant, celui qui occupait la deuxième place à bord de la BMW 328 numéro 63, il est encore en piste et c'est peut-être là que va se jouer la course, sur la stratégie. C'est normal, on est en endurance. La vague d'arrêt au stand qui se poursuit, hein. On a les options 1, les options 2, les pilotes qui évidemment marquent leurs 90 secondes obligatoires, quelle que soit leur configuration, leur accompagnement, s'ils sont seuls, s'ils sont à deux. Et c'est peut-être là que la course va se jouer. On va voir ça dans un instant. Et des problèmes en piste pour l'Alvis FWD de Klaus-Peter Mutschler et Mark Hayward, arrêté semble-t-il dans la ligne droite des Hunaudières. Encore un petit coup de chaleur peut-être pour cette vénérable mécanique, alors que c'est l'Aston Martin de litre speed d'Einstam et Peter Dubsky qui est au stand en ce moment. Attention dans l'entrée des stands justement. La numéro 17 à nouveau, qui repasse et qui est de nouveau au ralenti. Il s'est mis sur le côté droit parce que d'autres voitures sont en train de rentrer. La 26, la petite bleue qui est passée. Regardez le rétro de cette, c'est une Aston. La 68 qui vient de passer. La double, il est vraiment au ralenti. Sa roue arrière droite n'a pas l'air non plus tout à fait droite. Enfin, en tout cas, c'était sous le côté droit du capot qu'on regardait à l'instant. Et on revoit également la numéro 27 qui s'arrête après quelques problèmes. On se rend compte également des difficultés de pilotage de ces voitures qui sont larges, lourdes
et qui ne se laisse pas dompter facilement. Oh que non. Vous avez vu, on prend son temps dans les changements de pilote, c'est bien aussi. Ça permet d'avoir dans les stands une sécurité générale respectée. Ça vous a permis d'apprécier cette Ça, delage voilà, ça également. nous laisse le temps d'observer les voitures et les pilotes qui n'ont pas l'air du tout fébriles d'ailleurs dans leur façon de procéder. On n'est pas là encore une fois pour battre des records, on est là pour se faire plaisir. Une imposante Lagonda et l'Alvis qui est poussé, qui est poussé en dehors de la piste. Parce que malheureusement, c'en est terminé pour elle. Ici, cette Bugatti numéro 44. Alors on en parlait tout à l'heure, celle notamment de François Cointreau et de ses acolytes. Regardez le travail du pilote. Ah, il est à l'extérieur de l'habitacle même. Hein. Avec Patrice Cousseau et du Olivier grand sport. Boucheron. Elle date de 1932, cette Bugatti. Allez, un petit coup d'eau. Pour la 17, ça commence à sentir mauvais maintenant. Encore une fois, je crois que l'objectif principal, c'est d'essayer de refaire encore un tour ou deux à bord de la voiture et de se faire plaisir. Alors, notre leader, le 63, avec sa petite BMW. Pour l'instant, il est dans les virages Porsche. Ducati 35B à l'écran. Sublime, celle de Stéphane Darrac. Dire Darrac, ça rappelle quelque chose d'ailleurs dans l'histoire de l'automobile. On en parlera peut-être plus tard. Avec les sauts de vent. Les Bentley Bells. Bentley qui a également marqué l'histoire des 24 heures du Mans. Et vous le voyez là, on parlait tout à l'heure des Spice Girls. Là, on est dans le cadre d'un équipage à 100% féminin également sur cette voiture très imposante et très historique au Mans. Et cette pilote, on l'a déjà aperçue tout à l'heure dans la première démonstration. Vous voyez que beaucoup de pilotes participent à plusieurs plateaux. C'est parti pour la 17. Allez, on y Encore croit. un tour de sursis, peut-être jusqu'au prochain arrêt au stand, car il faut ménager la monture, être sûr. Oh, on aperçoit Marco Werner dans un coin de l'image, ancien vainqueur des 24 heures du Mans également, qui participe sur ce plateau. Le leader au stand, notre petite BMW numéro 63, rentre à l'instant même. Alors il va falloir observer maintenant où elle ressort par rapport à la numéro 20 qui est effectivement dans l'ordre du classement général la première voiture à s'être déjà arrêtée au stand. Il y a à l'heure actuelle 1 minute 24 secondes entre ces deux voitures. Ah, c'est bien, ça va nous Et les 1 remettre minute ensemble. 24, ça fait 90 secondes d'arrêt. Ça pourrait les mettre ensemble pour le final de cette épreuve. Il reste un petit peu plus de 17 minutes à effectuer. Le suspense est donc entier. Oui, parce qu'on a vu en début de course la Talbot, la grosse Talbot, cette numéro 20 devant. Et puis la BMW est revenue et a pris la tête. Regardez ce beau tableau de bord avec un compteur quand même moderne qui a été rajouté. Et une sur qualité le haut. de restauration Ah, c'est magnifique. fabuleuse sur certaines de ces voitures. Et la 20 est en train d'arriver, notre grosse Talbot. La voici sur la droite de l'écran, pendant que la petite BMW est au stand. Allez, à l'assaut. On va peut-être avoir un joli dernier quart d'heure d'explication entre ces deux voitures. C'est long, hein, c'est long. Il faut prendre son mal en patience. Il faut y aller doucement, attendre que les autres reviennent. Voilà, on entend Ah, puis il y a du trafic dans les stands. Hein. Et voilà, comme sur les vraies 24 heures, lorsque une Toyota prenait la tête lorsque l'autre était au stand, la Talbot numéro 20 prend la tête à la faveur du ravitaillement de la BM63. Et ils sont plusieurs pilotes à avoir la chance de piloter, de prendre les commandes de ces voitures. Alors qu'ils sont parfois paraplégiques. Vous avez vu ce pilote s'installer en quittant son fauteuil. Sur la Delahaye 135M compétition. Et ça, c'est génial. Ils ont un dispositif
qui leur permet d'actionner à la main le frein et l'accélérateur. En fait, ça fait une pression. Les reports de commande, oui, Voilà, tout à fait. sur la pédale. Report de commande mécanique. Vous verrez ça également un petit peu plus tard sur l'une des Porsche, pilotée notamment par Antoine Seiler et Stéphane Ortelli. Et on a vu notamment en compétition moderne un des précurseurs de ce genre de dispositif, c'était Gilles Duquesne en France, qui aujourd'hui est à la tête d'une grosse équipe de compétition automobile qui fonctionne très bien et qui brille notamment en endurance. Et Alessandro Zanardi a également participé au développement de ce genre de dispositif qui était bien sûr préexistant, mais au fur et à mesure on arrive à affiner aussi les reports de commande et les formes et les efficacités de ces reports de commande pour avoir un peu plus de finesse au pilotage. Et c'est sympa parce que ça va encore dans le sens de la diversité qu'on veut voir en sport automobile, qu'elle soit technique, qu'elle soit humaine, c'est tout ce qui va bien en endurance. C'est le plaisir d'être là d'ailleurs. Exactement, sans parler de Frédéric Saucet. Sans parler de Frédéric Saucet, qui a fait un exploit fabuleux il y a quelques années maintenant aux 24 heures du Mans et qui a ouvert une voie lui aussi. Hein. Absolument. En participant aux 24 heures au volant d'un prototype LMP2, partagé notamment avec Christophe Tinceau. Oui, des moments très émouvants hein, parce qu'il y a une amitié qui s'est créée, il y a une synergie, on va appeler ça comme ça, autour des hommes de cette équipe. Et puis il y a une exemplarité qui permet de relativiser beaucoup de choses de la vie de tous les jours et de montrer que eh bien, avec la passion on est capable de tout faire. Il n'y a pas de montagne suffisamment haute pour arrêter les hommes et même dans le cas de Frédéric Saucet, quand ils ont été frappés par cette grande malchance, eh bien, on voit que ça peut donner beaucoup d'exemples à tout le monde, tous ceux qui observent ces situations. Et comme nous l'a souvent dit Christian Konzen, ancien patron de Renault Sport, il n'y a pas de citadelle imprenable, il n'y a que des mauvais assaillants. Donc quand on veut se donner les moyens de réussir, et de réussir notamment une belle aventure humaine comme ça, on peut le faire, la preuve. Et dites donc, on va bientôt voir derrière notre ami Rubens Barrichello. On va bientôt apercevoir la BM, j'ai l'impression, qui est en train de remonter sur le prochain plan de ligne droite. Elle est dans son tour de sortie des stands, effectivement. Et c'est petit à petit en train de se matérialiser. Alors on va voir maintenant si l'écart est suffisamment faible pour se réduire dans les 13 minutes qui viennent. Et surtout le rythme de remontée de la 63, donc la BM 328 sur la Talbot de tête, va être suffisant pour réussir à revenir dans son sillage avant le baisser du drapeau à damier. On oublierait presque d'ailleurs la présence en troisième position de la BMW 328, aussi numéro 6. Donc doublé pour l'instant BMW sur le podium de cette course du plateau 1. Ah. Ça, c'est pas très bon signe pour cette Riley. C'est la Riley qu'on avait vu tout à l'heure un petit peu en difficulté dans les stands avec des questionnements de ses mécaniciens, de ses techniciens, de son pilote autour de problèmes éventuels qu'elle avait pu montrer. Ben voilà, encore des problèmes qui se matérialisent par cette petite fumée. Une voiture qui date de 1933 et qui est pilotée par Mathieu Chénuil et Eric Alvernia. Et la voici notre BM à la deuxième position. Alors est-ce que l'écart est pour l'instant stabilisé? Parce qu'en sortie de stand, c'est toujours compliqué d'évaluer précisément, chronométriquement, l'écart qui s'établit. On le voit 22 secondes maintenant, ce sera peut-être un peu compliqué, même si elle a l'air plus rapide cette BMW pour l'instant, si elle ne va pas flirter avec les limites de la piste. Et en troisième position, eh bien, on est un peu dans le même écart, 25 secondes entre les deux BMW 328. Regardez la sortie d'Arnage. Heureusement, c'est maîtrisé. Le mur est l'ennemi du bien, attention. Mais, le mur, surtout, est l'ennemi du pilote. Hein. Oui. Comme dit Mario Andretti à Indianapolis, pour parler d'un autre circuit célèbre, à Indianapolis, il y a deux sortes de pilotes. Ceux qui sont allés dans le mur et ceux qui vont aller dans le mur. Le mur, oui, c'est l'ennemi du pilote. C'est ce qu'on ne souhaite pas pour cette numéro 63. Toujours deuxième de cette course avec un écart stable, 22-23 secondes.
Allez. Donc on peut dire qu'en tout cas pour ce qui concerne la victoire finale, pas de stratégie particulière pour les arrêts au stand, pas de changement non plus au classement, alors qu'on dirait que la Talbot a un petit souci. On voit son pilote qui s'affaire au bas du tableau de bord de la voiture. On le sent pas très à l'aise en négociant la ligne droite des stands. Il profite, c'est vrai, de la pause qui lui est offerte pour s'affairer, mais on va voir si cela aura des conséquences sur la suite de la compétition. Encore un petit peu plus de 10 minutes dans cette première course du week-end du Mans Classique avec le plateau 1, les voitures de 1923 à 1939. Et c'est cette Talbot numéro 20 qui emmène la meute devant une BMW numéro 63. Et il a l'air d'être reparti correctement, Michael Birch. C'était une petite alerte de passage peut-être. Il avait été prudent au moment du raccordement en ne voulant pas s'imposer à la voiture qui était devant lui. Peut-être que ça a occasionné un rétrogradage un petit peu difficile. Mais effectivement, tout semble rentrer dans l'ordre. Et il a même roulé plus vite que la BM au tour précédent et a porté l'écart désormais à 25 secondes. En revanche, si on voit que les écarts entre les trois premiers sont assez stables et au-delà des 20 secondes, la troisième place pourrait être en ballottage puisque la numéro 21, la BMW 328, est attaquée par la voiture qui est à sa poursuite directe, la numéro 6. Et ce sera peut-être notre bagarre de dernière minute pour le podium final. La 21, c'est une Bugatti 35, celle de Robert Spencer. Bugatti vainqueur, on vous le rappelle, donc sur ce plateau-là, on est 1937 et 1939. Dans l'ambiance sur le muret des stands. Jean-Pierre Vimille, Robert Benoît s'impose avec une Type 57G Tank en 1937. Et de nouveau Jean-Pierre Vimille associé cette fois-ci à Pierre Véron avec une 57S Tank. L'emporte en 1937 au volant d'une Bugatti. Alpha qui a gagné 4 fois consécutives, donc on le rappelle, sur cette époque-là, 31, 32, 33, 34, avec des 8C, avec cette appellation 8C Competition avait été reprise il y a quelques années sur une machine tout à fait moderne. On a fait parler de l'histoire du côté d'Alpha. Lorsqu'ils ont gagné en 1933, ils ont même signé un triplé à cette époque-là avec leur machine. Moins de 8 minutes maintenant jusqu'à l'arrivée de cette première course du plateau 1. En ouverture de cette édition du Mans Classique. Et la Talbot numéro 20 qui mène toujours la danse sans grande difficulté avec Garen Burnett et Michael Birch. 27 secondes d'avance maintenant sur la BMW numéro 63 d'Henri Chambon, de Raphaël Rondoni et de Raphaël Sicari. Là on parle d'époque où la vitesse moyenne en fin de ce plateau était à peu près de 130 km/h en course sur les 24 heures. Mais comme vous le disiez Marc, les routes n'étaient pas obligatoirement asphaltées, on évoluait dans des conditions très différentes. Vous parliez tout à l'heure de la victoire de Romain Dumas à Pikes Peak. C'est vrai que le record a été battu, mais là encore la route a énormément évolué, les conditions ont changé. Et donc effectivement aujourd'hui la totalité de la montée est asphaltée comme le circuit des 24 heures du Mans. Et forcément les temps autour s'en ressentent dans le positif. Mais c'est quand même l'époque où on pouvait colmater son réservoir d'essence au chewing-gum. Hein. Et ça a redoublé pour la troisième place. La BMW 328 numéro 21 a repris l'avantage, semble-t-il,
sur la Bugatti numéro 6. Mais s'agit-il de celle-là? Ça n'est pas obligatoirement évident. Non, il me semble que la Bugatti est peut-être encore devant. Non, elle est en poursuite, c'est ça. Elle est juste derrière. Donc c'est notre bagarre pour la 3e place qui va se décider dans les 5 minutes qui viennent. On a bien effectivement pour l'instant 2 BM sur le podium de ce plateau 1. Oui, je vous parlais de colmater son réservoir parce qu'à l'époque c'est Nuvolari, vous en parliez tout à l'heure Frédéric, qui pilotait donc une Alfa Romeo qui s'est imposée, c'était en 33. Ils avaient colmaté avec du savon et du chewing-gum leur réservoir d'essence qui avait une fuite. Et ils sont allés au bout et ils ont gagné. Quand même toute une époque. Et j'ai le souvenir d'anecdotes concernant une fin de 24 heures du Mans avec Marie-Claude Beaumont où un des mécaniciens surnommé la Durite aux 24 heures du Mans avait effectivement avec du papier toilette et je ne sais plus trop quel autre composant colmaté un radiateur ou un bloc de je ne sais trop quoi pour permettre à la voiture de terminer la course et de tenir le dernier tour puisqu'il fallait ressortir pour effectuer le dernier tour avec la voiture de tête et c'est comme ça que on arrive à être classé. C'est aussi un autre temps, on n'imaginerait pas trop ça aujourd'hui avec les technologies qui sont employées, mais ça fait partie de la poésie des 24 heures du Mans de cette époque. La Durite, bien nommé presque. Sur ce plan, oui, attention, attention droit pour la BMW 328. Elle bénéficie des aménagements à la sortie des Porsche. Et la Bugatti en a profité pour doubler. On a senti le bon coup d'accélérateur pour en profiter pour la Bugatti. Il faut oser, hein, parce que dans les Porsche, déjà avec une voiture moderne, c'est impressionnant. Mais alors avec une ancienne et des pneus étroits. Et une ancienne au ralenti devant vous sur la trajectoire, il faut faire attention. Voilà. Ouais, il faut oser, il a osé, il a bien eu raison. Regardez ça, vous allez voir sur le plateau 2, le monstre. La Cadillac Cunningham. Le plateau 2 qui se prépare, hein, vous le voyez depuis quelques instants. La pré-grille est en train de se préparer. On comprend quand même sur cette image pourquoi il faut venir. Eh oui. Parce qu'il faut le voir en vrai tout ça. Un engin incroyable. Mais incroyable. Là, vous le découvrez peut-être sur votre télé, mais en vrai, vous tombez de l'armoire quand vous voyez ce truc-là. Et on vous parlait d'aérodynamique à l'époque. Tiens, et puisqu'on parlait des progrès, on en a parlé tout à l'heure, au début de ce plateau 1, justement, dans les années 20, on faisait le plein d'essence avec des brocs, hein, avec des bonbonnes d'essence qu'on rajoutait comme ça, on en mettait un petit peu partout. Et bien à la fin de ce plateau 1, on avait travaillé sur les stands de ravitaillement. On les avait rénovés, on avait fait de nouvelles tribunes qui avaient été agrandies. Et puis il y avait une espèce de pompe, un distributeur à essence qui était mise à la disposition des équipes de façon à déjà travailler sur un gain en efficacité et en sécurité au niveau du ravitaillement en essence. Bon, c'est le dernier tour pour le leader de la course, quasiment de bout en bout, hein. Il a bénéficié, c'est vrai, des problèmes de la voiture sœur, l'autre Talbot 105 numéro 17 que l'on a vu à plusieurs reprises passer par la voie des stands. Numéro 20 en tête avec donc Michael Birch et son équipier Garrett Burnett. Puis derrière, le suspense a duré. Vraisemblablement aussi, tiens la voilà, la numéro 17 avec cette fumée inquiétante à l'arrière droit en sortie d'arnage. La BMW 63 qui elle aussi a pris ses aises en deuxième position devant la Bugatti 21 de Spencer qui occupe la 3e place et ne semble pas pouvoir être menacée pour l'instant. Une Lagonda de nouveau en difficulté. Richard Ray Smith, on l'avait déjà vu tout à l'heure connaître des soucis avec cette voiture qu'il partage avec deux autres Britanniques, Colin Bugler et Martin Bugler. Un modèle de 1937. Lagonda qui, on vous le rappelle, avait gagné le Mans en 1935. Une marque britannique mais qui avait été créée par un Américain, Will Burgon. Allez Burnett. Une dernière fois lancé à l'assaut de ce circuit sous son casque de Barrichello. John Ruston, Gareth Burnett, Michael Birch.
voiture de 1932, moteur 6 cylindres, 3 litres 4. Et qui a maintenant plus de 32 secondes d'avance sur la BMW de Rondoni Sikari, qui elle va terminer deuxième si tout va bien. Elle-même a 24 secondes d'avance sur la voiture qui est à la troisième place. Donc les positions devraient ne plus changer d'ici l'arrivée. Alors Talbot, c'est toujours un peu compliqué parce que ça évoque à la fois l'Angleterre et la France. Beaucoup de Français pensent que c'est une marque purement française. Beaucoup d'Anglais pensent que c'est une marque purement anglaise. Et en fait, l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Et on peut attribuer la marque aux deux pays, en quelque sorte. Car il y a eu des évolutions de chaque côté de la Manche au niveau du nom de cette marque. Avec différentes déclinaisons, notamment les Talbot Lago en France. Vous avez vu cette vitesse quand même, hein, sur des pneus boyaux. C'est pas mal. Faut y aller. Déjà à l'époque, ils avaient du mérite, mais aujourd'hui encore, ils en ont. Oui, Talbot qui était aussi passé sous giron français. Voilà, et on parlait tout à l'heure de Darracq, qui est un des pilotes engagés ici. Alexandre Darracq a été à l'origine de la branche française de Talbot. Et c'est cette voiture donc qui est en train de l'emporter sous nos yeux actuellement. C'est quand même plus beau qu'une Tagora. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Talbot Tagora. Mais... La Solara était encore mieux que la Tagora, s'il vous plaît. Ah oui, respect. Vous n'aviez pas eu une Horizon, non? L'Horizon, non, l'Horizon c'est quand même une voiture qui a failli faire du groupe B par exemple à l'époque. Si la 205 Turbo 16 n'avait pas été choisie, c'était la Talbot Horizon qui aurait pu être en championnat du monde des rallyes. Donc non. Voilà, respect pour l'Horizon. Respect pour l'Horizon quand même, oui. Allez, on rejoint l'arrivée avec ces voitures à la finition à chaque fois exemplaire, magnifique, bien menées par leurs pilotes. On ne voit pas de bêtises, de grosses bêtises aujourd'hui. On ne voit pas de prise de risque au-delà du raisonnable. Et voici donc. Je pense que l'échéance est tellement importante pour ces pilotes passionnés qu'ils ont dû bien se préparer déjà d'une part, et d'autre part ils sont très sérieux dans leur... Regardez, on tourne quand même le grand cerceau pour faire avancer la voiture. C'est impressionnant, il faut s'en occuper quand même. Hein. Voilà cette victoire de la Talbot numéro 20, pardon. Bien emmenée par ces pilotes, Gareth Burnett et Michael Birch. Avec un bel écart maintenant, hein, près de 30 secondes sur le deuxième. Que voici. Qu'on a cru un temps menaçant avant les arrêts au stand. Hein. Rondoni Sikari sur la BMW 328 de 1939. Peut-être que son premier pilote se sentait un petit peu plus à l'aise, effectivement. Était plus Il bénéficie aussi peut-être d'une voiture un peu plus fraîche, de pneumatiques plus efficaces. Et puis encore une BMW. Bailly et Le Seur. 1939 encore une fois, donc quand même une voiture plus récente que la Talbot qui vient de gagner. Peut-être un peu plus confortable à piloter également, mais vous voyez encore déjà deux philosophies complètement différentes. Une petite voiture légère, maniable d'un côté, et une grosse voiture puissante de l'autre. Voilà, tout un symbole au passage de cette ligne. On s'entre-félicite. Vous savez aussi, mais un écart faible, très très faible. Oui, mais je pense que il n'y avait pas d'animosité dans la manœuvre du fait de la complicité. Voilà, regardez, entre les deux pilotes, ça aurait pu mal se terminer cette accolade. Et on aurait pu inverser les positions. Très sympa, oui, mais la position a très peu d'importance a priori pour eux. C'est surtout le fait qu'ils sont vraiment, si vous me permettez l'expression, bien tirés la bourre. Très amicalement et avec le plus grand respect, et puis ils sont bien amusés et c'est ça le plus important. D'ailleurs, à n'en pas douter, ils vont partager le champagne après le podium et peut-être le repas du soir en se racontant cette belle bagarre pour la 3e place de cette course du plateau 1. Top là, 141 millième d'écart entre les deux voitures sur la grille, sur la ligne d'arrivée. Entre cette BMW blanche et cette Bugatti bleue.
qu'on est là en famille, qu'on pique-nique, qu'on s'installe sur les buts autour du circuit dans ce qui est l'enceinte générale, ou bien en tribune. Il y a beaucoup de monde du sport automobile qui est là ce week-end. Et naturellement, vous connaissez l'un des plus fervents amateurs d'histoire historique, de véhicules historiques. C'est Carlos Tavares qui est là et qui n'en perdait absolument pas une miette tout à l'heure. Lui qui court, pas tous les week-ends, mais pas loin, en véhicule historique. Alors le classement complet de cette course avec le meilleur tour en 5 minutes 51. Meilleur tour pour la numéro 17 qui a malheureusement connu des problèmes, qui n'est pas classée sur le podium de cette épreuve, dont on va voir les meilleurs moments. Le départ en épi, c'est classique au Mans, mais ce qu'il est moins, c'est que ce départ soit donné par deux champions, Sébastien Loeb et Felipe Massa, qui ont agité le drapeau tricolore pour libérer la meute. Alors à ce moment-là, il s'agissait de prendre son élan pour se placer derrière une voiture de sécurité. On a emmené tout ce beau monde dans la ligne droite des Hunaudières de manière à se recaler, de manière à remettre tout le monde dans le bon sens et en fonction des temps des résultats des qualifications. Deux séances qui ont eu lieu hier, et notamment un roulage de nuit. Et donc le départ de cette épreuve avec à ce moment-là, Frédéric, deux Talbot devant. Elles avaient réalisé les meilleurs temps des séances qualif. La numéro 17 devant la numéro 20. Et puis les BMW en embuscade. Elle pointait déjà le bout du haricot, le célèbre capot de la marque bavaroise, avec cette petite 63 qui à ce moment-là occupait la 3e position. Immédiatement la 6 prenait la 4e place à la sortie de la courbe d'Europe, avec un pilote lancé vraiment à l'attaque. La Bugatti qui se montrait très agressif dans le trafic au début et qui va se faufiler à l'intérieur de la Lagonda. Une première fois, on fait attention au freinage, on ne passe pas. Un petit peu plus tard, son pilote piquera la grosse Lagonda avec sa petite Bugatti, sa voiture agile. Voilà, hop, il se faufile dans un trou de cerise. Certes, il doit éviter la Lagonda en passant à l'extérieur de la piste. On se penche. On fait tourner son gros cerceau, son gros volant. Parfois, on commet une erreur et on va tondre le gazon. Heureusement, à ce moment-là, plus de peur que de mal. Évidemment, comme sur toutes nos grands-mères, quelques voitures ralenties, vous avez vu que ça peut occasionner quelques frayeurs lorsqu'il s'agit de les passer. Et puis cette longue ligne droite dans laquelle les moteurs s'expriment et parfois souffrent, à l'image de celui de la Talbot numéro 17, son pilote qui est repassé 2 fois au stand finalement, qui a demandé une intervention de ses mécaniciens
pour relancer sa voiture. Et puis sous le casque de Rubens Barrichello, c'est Burnett, l'équipage Burnett-Birch qui avait pris les devants. Ici la Bugatti numéro 44. Nos amis les régionaux de l'étape. En plein travail aussi avec son pilote vraiment qui sort du cockpit de la voiture. Les traditionnels passages au stand. Et toujours dans ses meilleurs moments de cette course du plateau 1 avec cette BMW dont on a cru à un moment qu'elle allait pouvoir disputer la victoire à la Talbot numéro 20. Son pilote finalement verra, le deuxième pilote verra ses efforts vains. La Talbot 17 a continué à avoir des soucis en piste et elle finira par renoncer. La BMW 6 à ce moment-là sort large dans les nouveaux dégagements du virage Porsche, ce qui permet à la Bugatti à l'assaut de repasser jusqu'au bout. Certains concurrents, de nouveau ici de Lagonda, ont eu quelques difficultés. Et puis donc, au terme de 7 tours de course, c'est la numéro 20, une Talbot qui s'impose devant la 63, une BMW et une autre BMW numéro 6 de BMW 328, donc qui monte sur le podium de cette première course du plateau 1 ici au Mans. Le meilleur tour de ce premier plateau aura été signé par la 17, la Talbot 17, avant de connaître ses problèmes. On a tourné en 5 minutes 46 secondes 644 pour le meilleur tour en course. Et tout cela, bien sûr, sous le signe de l'amitié et de la fraternité qui symbolise l'endurance et le Mans classique ce week-end. Avec donc les résultats finaux qui s'affichent à nouveau. La Talbot numéro 20 victorieuse, 32 secondes derrière la BMW de Rondoni et Sicari, la numéro 63. Et puis en troisième position pour compléter le podium, la BMW 328 numéro 6 de Bailly et Le Seur. Déjà à presque 1 minute en bagarre avec la Bugatti 21 au coude à coude, mais un coude à coude sympathique qui est devenu un main dans la main quasiment sur la ligne d'arrivée. Voilà pour les images que l'on retiendra de cette première course du plateau 1 avec le meilleur tour de Gareth Burnett, la numéro 17 que l'on a vu plonger dans les profondeurs du classement après ses problèmes techniques. Et ce que l'on voit ici, c'est la préparation du plateau 2 qui va mettre aux prises les voitures de 1949 à 1956. Parmi elles, évidemment, Ferrari, qui commence à faire son apparition au palmarès des 24 heures du Mans, notamment en 1949, avec la 166 MM, mais aussi Jaguar, Mercedes et encore Talbot Lago. On le verra dans quelques instants.